des états d'anxiété, de troubles du sommeil, de dépression. Leur production et leur usage sont contrôlés. L'alcool, le tabac sont des produits licites. Ils sont consommés librement. Je dis que si vous fumez un joint et que vous conduisez, vous prenez un risque. Donc vous prenez un risque, parce que vous avez une perte d'un certain nombre de facultés qui sont nécessaires, si vous voulez, à la conduite automobile. Ceci dit, on sait quand même qu'en termes de conduite, les gens qui fument, puisqu'il n'y a pas de désinhibition, ils sont quand même un peu moins sujets à franchir les règles. Donc ils auraient sans doute peut-être une conduite plus prudente. Ça ne veut pas dire qu'il faut fumer. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est pas tant, si vous voulez, le joint de cannabis, c'est beaucoup plus les mélanges. C'est-à-dire que ce qui pose problème, c'est d'avoir fumé, c'est d'avoir consommé de l'alcool et c'est d'être en dette de sommeil. Et donc, ces trois facteurs-là font que c'est un mélange un peu explosif. Là, effectivement, on est vraiment dans la perte de contrôle, dans la prise de risque. On a donc des facultés d'adaptation, donc les facultés de conduire, donc liées à la vigilance, aux perceptions, au temps de réaction, qui sont perturbées et donc qui sont néfastes à la conduite. Les effets du cannabis sur le comportement du conducteur sont globalement similaires aux effets de l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le cannabis, comme l'alcool, peut provoquer une euphorie, une certaine somnolence, des difficultés à accomplir une tâche et perturbe la perception visuelle, la perception du temps, la mémoire immédiate, etc. Réponse A. On détecte l'alcool dans le sang. On veut pouvoir détecter la consommation de cannabis ou d'autres drogues. À force de vouloir tout détecter, ne risque-t-on pas d'être trop répressif ? Si on poursuit aujourd'hui quelqu'un qui conduit avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,50 g par litre de sang, il faut aussi s'intéresser aux conducteurs qui sont sous l'effet de drogue au volant. Il ne s'agit pas de savoir ce que font les gens chez eux, mais ce qui se passe lorsqu'on est derrière un volant. Tout conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel doit se soumettre à un dépistage des stupéfiants. Mais la présence de drogue peut être vérifiée aussi en cas d'accident matériel, en cas de vitesse excessive ou de non-port de la ceinture, etc. Les forces de l'ordre ont la possibilité d'effectuer des tests salivaires à l'aide d'un bâtonnet qui change de couleur si des traces de drogue sont détectées. Quant au dépistage urinaire, ils doivent être effectués par du personnel médical. Le dépistage des drogues n'est sans doute pas une mesure suffisante pour régler le problème. Des actions de prévention en direction des jeunes conducteurs doivent être impulsées, car la consommation de cannabis a augmenté. Impliqué dans un accident mortel de la circulation, je dois subir un test permettant de savoir si j'avais consommé des stupéfiants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la route devra subir un dépistage systématique de stupéfiants. Ce dépistage se fait à partir de tests salivaires, d'analyse d'urine, d'analyse de sang. Réponse A. Le plus dangereux est de prendre le volant si j'ai consommé, même modérément, de l'alcool uniquement. Réponse A. Du cannabis uniquement. Réponse B. Du cannabis et de l'alcool. Réponse C. Les mélanges sont explosifs. Boire de l'alcool et fumer du cannabis multiplie les risques d'accident. Boire de l'alcool ou fumer du cannabis avant de prendre le volant est fortement déconseillé. Faire le cumul des deux et prendre le volant est totalement irresponsable. Réponse C. La France est l'un des pays les plus gros consommateurs de médicaments. Mais quels sont les principaux troubles que peuvent provoquer certains médicaments ? Certains médicaments provoquent des sensations similaires à celles de l'alcool, des troubles visuels ou auditifs, des malaises,
un état somnolent et des modifications du comportement. Tout ceci est forcément dangereux au volant. Mais peut-on établir une liste précise des médicaments qui provoquent ces troubles et sont donc dangereux à partir du moment où l'on prend la route? Il est difficile de les citer tous, parce que cette liste est très longue, mais on peut énumérer les plus courants. Il s'agit des tranquillisants ou des somnifères, et on conçoit aisément qu'ils puissent avoir des effets dangereux au volant, mais un simple sirop contre la toux peut lui aussi rendre somnolent. On peut citer aussi les antidépresseurs, certains médicaments de l'hypertension artérielle, ceux qui agissent contre la douleur, les médicaments contre le rhume des foins, certains antiépileptiques, certains antibiotiques, etc. Quelles précautions faut-il prendre si l'on suit un traitement? Il faut demander au médecin ou au pharmacien si les médicaments que l'on prend sont compatibles avec la conduite, qu'ils soient délivrés ou non avec une ordonnance. Lire la notice à l'intérieur de la boîte, ne pas dépasser les doses prescrites, regarder si le conditionnement extérieur comporte l'un de ces pictogrammes, qui est un signal d'alerte pour le patient. Les pharmaciens peuvent attirer l'attention des clients sur la présence du pictogramme et souligner les effets du produit sur la vigilance. La consommation de médicaments, donc on va dire psychotropes, donc qui vont agir sur le psychisme, a effectivement des répercussions en termes de conduite automobile, hein, à tel point que sur chaque boîte qui a des effets, des effets psychotropes, il y a maintenant un logo qui appelle à la vigilance de l'utilisateur, hein, vis-à-vis de la conduite automobile. Ce qui compte aussi, c'est de regarder s'ils ne sont pas associés à une prise d'alcool, parce que là, donc, les effets, là encore, se potentialisent, hein. Donc ça veut dire que ça se multiplie. Donc si vous prenez donc avec votre tranquillisant de l'alcool, c'est comme si vous aviez doublé votre dose de tranquillisant, votre dose d'alcool. Vous faites les calculs et ça monte très vite. Mais que se passe-t-il si un conducteur un peu fatigué et qui a un rhume des foins qu'il soigne avec un médicament prend lors d'une soirée quelques apéritifs et fume du cannabis par exemple? L'association de plusieurs facteurs de risque augmente beaucoup le risque global. C'est-à-dire que cela aboutit non pas à une addition, mais à une multiplication du risque routier. Prenons l'hypothèse suivante. Un conducteur fatigué, à la suite de 4 heures de conduite ininterrompue, multiplie ses risques d'accident par 4. La prise de médicaments multiplie le risque d'accident par 3. Une alcoolémie égale à 0,80 g par litre multiplie les risques par 12. Et fumer du cannabis multiplie les risques par 4. Au total, les risques d'avoir un accident se potentialisent, c'est-à-dire qu'ils se multiplient, ils ne s'additionnent pas. Si on supprime le cannabis et l'alcool, et que l'on roule en étant malade et fatigué, on a tout de même environ 12 fois plus de risques d'avoir un accident. Dès ce stade, le conducteur ne devrait surtout pas prendre la route. Et en tout cas, il devrait facilement comprendre que la moindre goutte d'alcool ou le moindre pétard va augmenter considérablement le risque d'accident. Parmi les médicaments, seuls les tranquillisants ou les somnifères sont dangereux si l'on doit conduire un véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une certaine somnolence peut être provoquée par un simple sirop contre la toux. De nombreux autres médicaments, pris par le plus grand nombre, comme certains antibiotiques, peuvent avoir des effets incompatibles avec la conduite. Réponse B. Pour savoir si les effets d'un médicament sont incompatibles avec la conduite, on peut chercher ce symbole sur la boîte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Demander l'avis du pharmacien. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour savoir si les effets d'un médicament sont incompatibles avec la conduite, on peut lire la notice du médicament, demander l'avis du pharmacien ou du médecin et chercher l'un de ces pictogrammes sur l'emballage. Réponse A et C.
Certains produits industriels peuvent aussi avoir une action non négligeable sur la vigilance. Il y a effectivement des produits industriels, donc ce qu'on appelait les solvants. Ça a été vrai, ça a été un problème dans les années 80. Un certain nombre de produits, de substances n'étaient pas disponibles. On disait donc que les solvants étaient la drogue du pauvre ou la drogue de celui qui avait rien trouvé d'autre. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on trouve autre chose. Les garagistes, qui respirent fréquemment de l'oxyde de carbone, les fumées d'échappement, dans des endroits mal aérés, peuvent éprouver des sensations d'endormissement. Fumer en voiture est fortement déconseillé, particulièrement dans un habitacle clos. Les émanations de monoxyde de carbone entraînent à terme des maux de tête, des picotements des yeux et une somnolence. Allumer une cigarette, tout comme téléphoner d'ailleurs, ou manger un sandwich en conduisant, entraîne des gestes perturbateurs et une distraction du conducteur qui sont générateurs d'accidents. La fatigue est, elle aussi, source d'accidents. Comment peut-on la définir d'une manière générale? La fatigue, c'est la détérioration des performances au fur et à mesure que le temps passe, sans en avoir réellement conscience. Elle résulte d'un excès de travail de l'organisme. Elle est la conséquence d'un effort intense ou prolongé, physique ou intellectuel. On peut distinguer plusieurs types de fatigue. La fatigue physique, elle résulte d'une activité musculaire, le sang s'enrichit en déchets et l'organisme s'appauvrit en stock énergétique. La fatigue nerveuse, activité mentale ou intellectuelle soutenue, le cerveau semble vidé. Elle s'accompagne souvent de fatigue visuelle. La chronofatigue, elle est le résultat, par exemple, des décalages horaires, du travail de nuit ou des 3 fois 8 heures. La fatigue chronique, elle est due au surmenage, au stress, aux soucis trop importants, qu'ils soient d'ordre familiaux, professionnels, sentimentaux, etc. Elle peut engendrer une dépression. Quelles sont les causes de la fatigue au volant? Il y a des causes liées à l'environnement routier, telles que la signalisation fondue dans les panneaux publicitaires, la monotonie du trajet, la densité du trafic, le mauvais état de la route. Il y a des causes liées à l'état physique ou psychique du conducteur, le manque de sommeil, la maladie, la soif, les tracas. Il y a des causes liées au véhicule, une mauvaise installation, le bruit excessif de la radio ou du moteur. Il faut considérer que conduire un véhicule est une activité à part entière. Quels sont les effets de la fatigue? Globalement, le traitement des informations par le cerveau est très lent. Le temps de réaction peut donc passer de 1 seconde à 1 seconde et demie, voire 2 secondes ou plus, ou dans le pire des cas, celui de l'endormissement, à aucune réaction du tout. Quelles sont les conséquences de la fatigue visuelle? C'est la vision en tunnel, qui est une altération du champ visuel périphérique. C'est une mobilité du regard réduite, une acuité visuelle diminuée, surtout la nuit, une prolongation du temps de fixation, donc une diminution du nombre d'informations retenues. Quelles sont les conséquences de la fatigue nerveuse? L'anxiété, l'impatience, l'agressivité. Et les conséquences de la fatigue musculaire? Une mauvaise coordination des mouvements, une crispation des membres sur les commandes. Et quels sont les effets ultimes de la fatigue? La somnolence, l'assoupissement, l'endormissement. Un conducteur fatigué fait des erreurs de jugement et de perception. Il se concentre sur un seul aspect, sa position sur la route par exemple. Tandis qu'un conducteur reposé et détendu tient compte de la vitesse de sa voiture, de sa position sur la route par rapport au reste du trafic, de l'état de la chaussée, de la proximité des croisements, des conditions météorologiques et de la visibilité. Avec la fatigue, le temps de réaction augmente, réponse A, diminue, réponse B, ne varie pas, réponse C. Le temps de réaction, c'est-à-dire le temps que l'on met à réagir à une situation,
et plus long dès lors que l'on est fatigué. Réponse A. Quels sont les signes annonciateurs de la fatigue? Ce sont des signes que tout le monde connaît, bien sûr. Pour la fatigue musculaire, ce sont des crampes, des courbatures, des douleurs dorsales qui nécessitent des modifications fréquentes de la position de conduite, par exemple. Pour la fatigue visuelle, ce sont des picotements des yeux, une sensibilité à l'éblouissement, des maux de tête parfois. Et pour la fatigue nerveuse, ce sont des agacements, un ennui et une intolérance vis-à-vis des autres usagers. Les bâillements font bien entendu partie des signes annonciateurs. Mais pourquoi bâille-t-on? Avec la fatigue, la faim, l'ennui, la monotonie, le besoin de sommeil, la respiration ralentit. Les vaisseaux capillaires qui amènent le sang aux cellules nerveuses du cerveau ne sont pas alimentés suffisamment en oxygène. Le cerveau réagit aussitôt et ordonne aux organes du corps de remédier à cette situation. Et c'est involontairement que l'on respire longuement et que l'on expire profondément en étirant les muscles du visage. Donc, le principe du bâillement consiste à acheminer, par un réflexe naturel, plus d'air aux poumons. Y a-t-il de bons remèdes contre la fatigue? Le remède le plus efficace contre la fatigue est forcément le repos et des nuits de sommeil normales. Donc, il est préférable de ne pas partir après une journée de travail, dans la précipitation. La vitamine C est efficace pour lutter contre le rhume ou la grippe, mais pas contre la fatigue. Le café pris à forte dose est un excitant qui donne un coup de fouet passager, mais augmente la fatigue. L'effet excitant de la nicotine dure le temps de fumer une cigarette. Un habitacle en fumée favorise la fatigue. L'alcool désinhibe dans un premier temps, excite dans un second temps et altère les capacités physiques et intellectuelles. Une voiture bien préparée est un moyen de retarder la fatigue, parce qu'on n'est pas préoccupé par des problèmes mécaniques ou une vidange, etc. Quand un itinéraire est bien préparé, cela favorise une meilleure concentration sur l'environnement et les autres usagers. Le repos, un petit déjeuner équilibré, une bonne installation au poste de conduite, une pause d'1 quart d'heure toutes les 2 heures de conduite, passer le volant à un autre conducteur, une alimentation légère pendant le trajet, sont les petits trucs pour retarder la fatigue, mais pas pour l'annuler. Il faut donc toujours rester vigilant. Après avoir conduit 2 heures, il est bon de faire une pause minimum de 5 minutes, réponse A, de 15 minutes, réponse B, de 30 minutes, réponse C. Après avoir conduit 2 heures, il est bon de faire une pause minimum de 15 minutes pendant lesquelles on s'aère, on se dégourdit les jambes, on boit de l'eau pour réanimer le corps en quelque sorte. Réponse B. Tout ce qui nuit aux performances physiques ou intellectuelles, alcool, drogue, médicaments, fatigue, stress, nervosité exacerbée, est susceptible d'augmenter les risques d'accident. Conduire une voiture qui pèse en moyenne 800 kg n'est pas une activité banale. Et accepter de conduire alors qu'on est sous l'emprise de l'une ou l'autre de ces drogues est un acte irresponsable. La plupart des substances psychoactives ont des effets qui s'entrecroisent, et les unes mêlées aux autres multiplient les risques d'accident. La dette de sommeil, donc la fatigue, est un ingrédient supplémentaire qui multiplie encore les risques. Lors d'une soirée programmée, il est préférable d'élire un élément du groupe qui devra renoncer à se droguer, au sens large du terme, pour être lucide et ramener à bon port le reste de la troupe. Il faut faire un choix, faire la fête, s'éclater, délirer ou conduire.
Conduire est un délit dès que le taux d'alcool dans le sang atteint 1,20 g par litre, réponse A, 1 g par litre, réponse B, 0,80 g par litre, réponse C, 0,50 g par litre, réponse D. Conduire avec 0,50 g par litre constitue une contravention. Le délit se situe entre la contravention et le crime. Conduire est un délit dès que le taux d'alcool dans le sang atteint 0,80 g par litre. Réponse C. La première fois que j'ai fumé un joint en conduisant, j'avais l'impression de rouler à 90 alors qu'en réalité j'étais à 30 km/h. Ça m'a fait des hallucinations un peu bizarres, notamment celle d'être en fait tout petit derrière un grand volant. Par la suite, je suis même passé dans un tunnel en fait où là j'avais l'impression de rouler de bas vers le haut comme une sorte de puits qui s'enfonce dans la terre. Donc comme ça c'est un petit peu amusant, mais à tout bien y réfléchir, c'est un peu effrayant dans la mesure où après avoir fumé l'herbe, j'étais un peu fatigué, j'ai commencé à m'endormir et là c'était un peu dangereux dans la mesure où j'étais seul dans la voiture et surtout j'avais une grande route à faire. On parle beaucoup de l'alcool au volant, mais qu'en est-il de la drogue ou des drogues au volant? Tout d'abord, il faut